Bonjour à tous et Bonjour. bienvenue pour ce quatrième webinaire où on va parler d'environnement, un sujet qui est effectivement d'actualité. On va attendre un petit peu que les gens se connectent, mais en introduction, c'est vrai qu'il y a eu, on enregistre, on est le 7 novembre. La veille, on a eu le résultat des élections US, qui est un événement assez positif pour le marché de la crypto, peut-être un petit peu moins pour celui de l'environnement. C'est vrai Surtout que cette, surtout cette année pour les cryptos, hein. On ouais, en a tellement parlé et les cryptos ont été tellement intégrés dans les discussions, enfin surtout dans un camp plutôt qu'un autre, mais ouais. ouais, alors celui de Kamala Harris, on l'a vu, a repris un peu la main et c'est ce qui a certainement permis, d'avoir les ETF, spot Ethereum, en juillet alors que, tout le monde pensait il serait pas validé. Mais quand on regarde le résultat de l'élection d'hier et les entreprises liées à la finance traditionnelle, Ørsted ou Vestas, qui perdent moins 15%, donc c'est les producteurs d'éoliennes, on se rend bien compte que l'arrivée de Donald Trump en tant que président des États-Unis va pas être très très bon pour les énergies renouvelables. Et J'ai ça, pas c'est vrai entendu, t'as parlé d'Emphase ou pardon? t'as parlé d'Emphase Énergie? Non, Non, ok, oui, parce que ça c'est d'Ørsted et Vestas. solaire. C'est les producteurs effectivement d'éoliennes. Et c'est Emphase, vrai j'ai pas fait gaffe. Emphase, si ça. ouais, ils ont réagi, de façon assez négative, à cette dernière. Mais Ouais. on voit et donc du coup le but aujourd'hui, c'était de savoir si, la crypto-monnaie allait détruire la planète. Bien évidemment non, c'est des questions qui reviennent souvent, chez nos clients, mais aussi chez les professionnels du patrimoine avec lesquels on travaille et il y a un enjeu qui est, très important, hein, c'est bien évidemment de montrer comment la crypto-monnaie peut s'intégrer et entre guillemets contribuer à la transition écologique. On le voit, c'est un sujet aussi dans la réglementation MiCA, Marketing Crypto Assets, qui entre guillemets rentre en application à la fin d'année avec les critères ESG, environnementaux, sociétaux et gouvernementaux, euh, qui se focalisent plus sur le E, hein, de l'environnement et la consommation d'énergie. Et donc, du coup, chez Quarks, on va intégrer ces critères puisque, bien évidemment, Quarks deviendra prestataire de services sur cryptoactifs dans le cadre de la réglementation MiCA. Donc, du coup, on se conformera à cette nouvelle réglementation. Donc aujourd'hui, le but, c'était d'échanger avec vous sur un sujet qui revient souvent sur la table auprès des clients. Comme d'habitude, l'équipe de gestion pour vous présenter aujourd'hui. Donc moi, je suis Marc Lécorché, je suis le président et cofondateur de Quarks. J'ai travaillé pendant 13 ans en finance traditionnelle et j'ai obtenu le CFA en 2016. Didier. Oui, Didier Goffert, donc gérant de portefeuille et associé dans Quarks. J'ai aussi commencé dans la finance traditionnelle en tant que gérant de portefeuille chez BNP Paribas et j'ai évolué depuis, on va dire maintenant, presque une dizaine d'années dans l'univers des fintech et de la blockchain en Allemagne, notamment au sein d'une société de conservation d'actifs numériques dans laquelle j'étais directeur général et depuis 2 ans dans l'aventure Quarks avec mon ancien camarade de promotion de master marché financier, Marc. Théo. Eh bien, bonjour, Théo Robert, donc analyste financier chez Quarks depuis maintenant plus d'un an. J'ai notamment participé à l'élaboration de l'algorithme d'analyse prédictive qu'on utilise chez Quarks, pour notamment appuyer les décisions de l'équipe de gestion. Connais sous Python. Merci Théo. Du coup, aujourd'hui, les 3 points que nous allons adresser, c'est bien évidemment la consommation d'énergie selon les cryptoactifs et notamment selon la méthode de consensus pour valider les blocs de la blockchain. Et donc ça, c'est Théo qui va nous faire un point là-dessus et on fera bien évidemment un zoom sur Bitcoin sans spoiler sa partie, mais qui est la blockchain qui consomme bien évidemment le plus d'énergie, et Ethereum, qui lui a fait sa transition, et Théo justement pourra vous en dire un peu plus. Pour ma part, moi, je verrai comment les crypto-monnaies peuvent s'engager sur une voie de la transition écologique et en quoi la consommation de Bitcoin n'est pas forcément un problème.
Et on va le voir pourquoi. C'est par rapport à son mix et c'est aussi par rapport au fait que l'énergie utilisée n'est pas celle du consommateur final. Et dans un troisième point, on fera un peu de prospective et les perspectives aussi avec la comparaison avec le système financier traditionnel. Et c'est Didier qui aura la lourde tâche de le faire. Théo, je te laisse la main Oui. sur la première partie. Euh, avec les cryptoactifs et la consommation d'énergie. Donc, tout d'abord, pour chiffrer et pouvoir comparer les différentes consommations et productions aussi d'ailleurs d'énergie entre les différentes blockchains, on utilisera le water, donc water ou d'ailleurs plus particulièrement le kilowattheure, bon 1 kilowattheure étant 1000 wattheures bien sûr, qui correspond à l'unité de mesure qui représente en fait l'énergie consommée ou produite par un appareil fonctionnant pendant 1 heure. Donc bien sûr, pour avoir l'énergie consommée en 1 an, pour annualiser cette unité, on multiplie par le nombre d'heures dans 1 an. Donc selon EDF, un foyer français consommerait en moyenne 5400 kWh par an quand même. Toujours selon EDF, un réacteur nucléaire français produirait par contre 6 TWh par an, donc TWh qu'on va réutiliser par la suite, même ordre de grandeur que les blockchains, on le verra. Donc un TWh, simplement, c'est 1 milliard de kilowattheures, donc 1000 milliards wattheures, ici par an. Et enfin, un ordinateur portable qui parlera à tout le monde, je pense, qui consomme quand même 200 kWh par an. Donc pour annualiser ce résultat, on utilise plutôt 8 heures de fonctionnement par jour. Un ordinateur ne fonctionne rarement 24 heures sur 24 pendant toute l'année. Et enfin, selon RTE, la consommation électrique moyenne par an en France serait de 777 TWh par an. Chiffre intéressant qu'on va garder à l'esprit pour pouvoir comparer dans les prochaines slides. Donc ici, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, les chiffres, ce qui nous intéresse le plus. Donc le classement des crypto-monnaies par consommation annuelle. Bien sûr, bien entendu, et comme le disait Marc, sans surprise, Bitcoin est la blockchain qui consomme le plus, et de loin d'ailleurs, avec, selon l'université de Cambridge, 167 TWh par an quand même. Bon, l'or qui fait partie de ce classement, que j'ai ajouté, mais qui n'est pas une crypto-monnaie, bien entendu. Mais c'est vrai que ça pouvait être intéressant parce que on parle de plus en plus de Bitcoin comme étant l'or 2.0 ou l'or digital. Puis on peut faire l'analogie avec le minage de l'or, donc c'est assez pratique. Et on le voit, on est sur le même ordre de grandeur ici, une estimation aussi, mais on est globalement à plus de 130 TWh par an, certaines fois même plus de 200 TWh par an pour le minage de l'or quand même. Ensuite, on a d'autres blockchains fonctionnant également avec le minage. Donc, j'expliquerai rapidement ce qu'est le minage dans les prochaines slides. Donc ici, Litecoin et Dogecoin, mais qui, on le voit, consomment beaucoup moins que Bitcoin, pardon, quand même, avec seulement 10 TWh par an et 3 TWh par an, respectivement. Et enfin, Ethereum, que je me devais d'intégrer à ce classement, même si on le voit, consomme beaucoup moins, puisque deuxième crypto-monnaie du marché, quand même, en termes de market cap, mais qui consomme seulement 0,0054 TWh par an. J'expliciterai dans les prochaines slides pourquoi une telle différence par rapport à Bitcoin. Et enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que la consommation en fait, de ces cryptoactifs, leur blockchain en fait, sous-jacente, ça dépend de l'utilisation de celle-ci, mais aussi et surtout, comme disait Marc, de leur méthode de fonctionnement, en fait, aussi appelée consensus, méthode de validation des blocs. Ouais, sur un point intéressant, et on est obligé bien évidemment de chercher des chiffres. L'université de Cambridge fait un travail remarquable, même si les chiffres qu'ils fournissent sont soumis à quelques doutes. On parle de fourchette, c'est plutôt un râteau ici, puisque l'évaluation pour Bitcoin peut aller de 80 à 220. Et donc c'est là où, de toute façon, il faut qu'on se base sur des chiffres. Et l'université de Cambridge donne certains chiffres qui permettent déjà d'avoir une certaine idée de la consommation énergétique de Bitcoin, mais c'est peut-être certainement moins. Il y en a qui disent que c'est moins, d'autres qui disent que il y en a très peu qui disent que c'est plus. Mais et puis pour l'or, l'impact de l'or aussi. Là, les 132 terawatts, il y a tout le reste qui est pas forcément compté dans les pollutions des sols et tout ça. Donc c'était aussi important de le mentionner.
tout à fait, ouais. Donc maintenant, je vais me pencher un peu plus en détail sur Bitcoin et sa méthode de fonctionnement, donc le minage. Mais tout d'abord, bref rappel sur ce qu'est une blockchain. Donc c'est la définition simple. En fait, c'est une base de données dont les informations, en l'occurrence les transactions entre les différents utilisateurs, sont inscrites dans des blocs. Donc, les transactions sont stockées dans des blocs qui se suivent de façon linéaire pour former la blockchain, la chaîne de blocs. Les particularités de ce type de base de données, la blockchain, c'est qu'elle est décentralisée, parce qu'en fait, tout le monde peut participer à l'élaboration en fait, des blocs, à la validation des blocs. En fait, tout le monde peut devenir mineur concrètement sur la blockchain Bitcoin, avec le matériel nécessaire, bien sûr, et le prix en termes de consommation qui va avec. Ensuite, la blockchain est immuable, parce que les transactions, une fois inscrites dans les blocs, elles ne peuvent plus être modifiées. C'est ce qui fait aussi la sécurité d'un tel réseau. Et enfin, transparent, parce que tout le monde, utilisateur ou non d'ailleurs, peut accéder à l'historique de la blockchain. Donc ici, le minage, qu'on appelle aussi donc, preuve de travail ou proof of work en anglais, je pense que certains ont déjà entendu le terme de proof of work, qui correspond, comme je l'avais dit, au processus de validation des blocs. En fait, concrètement, des mineurs, des utilisateurs du réseau qui branchent leur ordinateur à la blockchain Bitcoin, entrent en compétition pour tenter de résoudre en fait une énigme, une équation, afin d'avoir la chance d'être sélectionné par le réseau pour pouvoir créer, en fait, donc on appelle ça miner le prochain bloc, donc remplir le prochain bloc de la blockchain avec les transactions en cours. Évidemment, donc ce bloc, une fois miné, il sera soumis à validation à l'ensemble des réseaux du mineur. C'est aussi la décentralisation. Et ce mineur, qui sera sélectionné, recevra les récompenses de blocs en Bitcoin. C'est là l'intérêt de miner du Bitcoin, bien sûr. Et c'est ce processus, le minage, qui est si coûteux en énergie, puisqu'on l'a vu, 167 TWh par an pour Bitcoin. Donc si vous vous souvenez des chiffres que j'ai donnés dans les slides précédents, ça équivaudrait quand même à 28 réacteurs nucléaires français fonctionnant pendant un an. Et également, si on se fie à la consommation électrique moyenne par an en France, un peu plus de 21% de la consommation électrique globale par an en France. Rassure-nous Théo, le Bitcoin n'est pas miné avec des réacteurs nucléaires. Non, non, tout à fait, mais on va en parler de la source de On le verra, consommation. on le verra plus tard. Pas encore, hein, ça viendra sans doute. Hein. Pas encore. Ouais. Quant à Ethereum, qui est aussi une blockchain, mais ne fonctionne pas du tout avec le minage. En fait, Ethereum utilise plutôt ce qu'on appelle la preuve d'enjeu ou stacking en anglais. Donc, simplement, la différence avec le minage, c'est qu'on n'a pas besoin de connecter des ordinateurs au réseau pour miner, pour effectuer des transactions, des équations très lourdes en énergie. On a simplement besoin de bloquer, en fait, de stacker des tokens ETH sur la blockchain Ethereum pour devenir validateur. En fait, la blockchain, comme ça, de ce fait, s'assure de notre honnêteté. Et en fait, donc à la différence des mineurs, on stack juste des tokens, ça consomme beaucoup moins, on devient de ce fait validateur, puisque c'est aussi la différence avec Bitcoin. On ne parle pas de mineur, mais simplement de validateur. Pour évidemment, c'est le même rôle, valider les blocs. Et ce stacking, donc, comme on l'a vu sur Ethereum, beaucoup plus économe en énergie, ne consomme que 0,0054 TWh par an, ce qui correspond, si on se rappelle du 167 TWh par an pour Bitcoin, à 30 000 fois moins que le minage de Bitcoin. Effet intéressant, c'est que donc depuis sa création, historiquement, Ethereum fut un proof of work, enfin fonctionnait avec le minage, mais depuis 2022 et la mise à jour qu'on appelle The Merge, Ethereum a effectué donc sa transition. Ethereum est passé du minage au consensus de stacking, ce qui a permis quand même instantanément de diviser sa consommation par 10 000. Et enfin, donc, quelques projets crypto engagés tout de même, donc pour l'environnement. On peut noter Avalanche, qui fait partie du top 20 quand même. Donc une blockchain qui se dit carbone neutrale, qui serait équivalent en termes de consommation à seulement 46 foyers US par an, ce qui est clairement rien pour une blockchain, en tout cas de cette taille. Et Energy Web Token, qui est carrément en fait une blockchain dédiée aux entreprises pour faciliter la gestion de l'énergie entre les producteurs et les consommateurs. Donc, qui permettrait d'aider ces entreprises à réduire leur empreinte carbone, qui, on le sait, est un sujet majeur pour beaucoup depuis les dernières années. On voyait d'ailleurs Avalanche dans les critères ESG qui avait été plutôt bien placée. Elle faisait partie des bons élèves en termes de notes
tout comme Solana et bien évidemment aussi Ethereum depuis sa transition. Je voulais juste rajouter un point sur aussi, et je mentionne dans les slides plus tard, mais cette notion de blockchain un peu de première génération et seconde génération pour simplifier, hein, les blockchains les plus anciennes comme Bitcoin, Litecoin qui utilisent cette preuve de travail qui est peut-être plus lourde et plus intensive en termes d'énergie avec et ensuite les blockchains de seconde génération qui sont encore une fois un peu plus économes, juste pour simplifier entre les deux types de blockchains aussi. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Et du coup, pourquoi Bitcoin, la consommation de Bitcoin n'est pas forcément un problème? C'est tout simplement parce que Bitcoin ne va pas consommer l'énergie qui est destinée aux consommateurs finaux, c'est-à-dire nous. Vous ne trouverez pas de mineurs de Bitcoin dans le centre de Paris, dans le centre de Lyon et dans les grandes villes. Pourquoi? Parce que pour miner du Bitcoin, Théo l'a dit, il faut des ASIC et il faut être compétitif en termes de prix de l'énergie. Un mineur, pour être rentable, doit avoir un prix de l'énergie compris entre 2 et 5 centimes de dollars. Le français moyen paye à peu près 20 centimes. On voit bien qu'il y a peu de chances qu'il puisse être rentable en minant du Bitcoin en France. Et donc, du coup, les mineurs vont devoir, eux, aller chercher l'énergie là où elle est la moins chère. Et quelle est l'énergie la moins chère? C'est souvent des surplus d'énergie renouvelable. Et c'est pour ça que l'estimation faite par l'université de Cambridge, c'est que le mix énergétique fait de Bitcoin certainement l'une des industries les plus vertes au monde, puisque on estime à plus de 53% de la consommation d'énergie qui est produite par les énergies renouvelables. Et ça ne prend pas en compte tout ce qui est, entre guillemets, hors du réseau. Donc, vous avez des gens qui minent avec des sources d'énergie renouvelables qui sont bien évidemment pas connectées au réseau et ils utilisent directement les surplus d'énergie. Autre point extrêmement positif, Bitcoin ne rejette pas proprement parler de gaz, de CO2. On entend souvent dans la presse traditionnelle, qui n'est pas forcément toujours objective, hein, oui, Bitcoin émet tant de mégatonnes de CO2. Non, les mégatonnes de CO2, c'est parce qu'il y a l'énergie qui est produite derrière. Mais les machines, elles, ne rejettent entre guillemets que de la chaleur liée au travail qu'elles réalisent. Et enfin, et ça on en parle relativement peu, Bitcoin réduit même l'empreinte carbone des producteurs de pétrole aux États-Unis. Et donc on va le voir, depuis maintenant 2022, ExxonMobil et ConocoPhillips se sont rendus compte, donc quand ils fracturent la roche pour le pétrole de schiste aux États-Unis, il y a du gaz qui sort en même temps, c'est du méthane, c'est 80 fois plus nocif que le CO2, et souvent ce gaz, il est torché, c'est-à-dire qu'on fait des puits et on le torche et ça se transforme en CO2. C'est énormément de pertes d'énergie et bien évidemment, c'est des amendes pour les grands groupes pétroliers américains. Et ils ont trouvé une solution, c'est de faire des partenariats avec des mineurs de Bitcoin qui, eux, sont extrêmement mobiles, se déplacent, et avec des centrales mobiles à gaz, viennent, comme Crusoe Energy, et c'est le partenariat qui a été mis avec Exxon, viennent sur les puits de pétrole, récupèrent le méthane et le transforment en énergie. C'est gagnant-gagnant puisque Exxon, ça lui permet de miner des bitcoins, de réduire son empreinte carbone sur l'extraction de pétrole. ConocoPhillips l'a aussi compris et effectivement le fait. Et c'est vrai que ça pourrait potentiellement se développer. On verra les chiffres, les pertes liées à ce gaz torché, elles sont colossales dans le monde. Et bien évidemment, elles sont source d'une grande pollution. Là, vous avez une prise de conscience de la part des énergéticiens dans le monde qui peut être intelligent, utile et rentable d'utiliser Bitcoin, soit pour utiliser, comme on l'a dit, les surplus d'énergie renouvelable, mais aussi stabiliser le réseau. Et donc, on a TEPCO qui, lui, mine du Bitcoin avec ses surplus d'énergie verte au Japon. C'est le plus grand électricien japonais. Mais aussi, il utilise ses centrales pour stabiliser son réseau.
Et c'est vrai qu'il y a un gros intérêt pour les énergéticiens à avoir un réseau qui est stable. Bitcoin peut justement contribuer à cette stabilité-là. Et donc du coup, pourquoi Bitcoin pourrait être un acteur majeur de la transition énergétique? Eh ben parce que les énergies renouvelables sont dites alternantes. Et donc du coup, euh, elles ne produisent pas forcément au moment où on en a besoin. Alors on en entend dire qu'on va réussir à stocker l'énergie. Pour l'instant, c'est des solutions qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas viables. Le stockage lié à l'hydrogène, c'est pas encore prêt, et puis le transport non plus. Donc pour l'instant, il faut trouver des solutions rapidement, puisque bien évidemment, on le voit, le dérèglement climatique est là. Je pense que les derniers événements en Espagne et partout dans le monde le confirment. Et donc on peut plus se cacher. Donc il faut agir. Et là où je vous donne quelques exemples très concrets, Bitcoin peut changer la donne. Au Texas, qui a un parc solaire très important, il se trouve que il y a quelques années, les prix spot, 25% du temps de l'énergie produite sur le solaire étaient négatifs. Pourquoi? Parce que le pic de production était entre midi et 16 heures, ce qui correspondait aussi au creux de consommation des ménages. Et donc, du coup, ben, vous vous retrouviez avec un prix de l'énergie, c'est-à-dire que les énergéticiens, les producteurs d'énergie solaire étaient obligés de se débarrasser de l'énergie. Le réseau en Allemagne solaire, lui, pareil, tourne à 8% de ses capacités. Bah là, les mineurs, eux, ils arrivent et ils proposent un prix plancher, souvent proche de 2 à 3 centimes, et permettent une meilleure rentabilité de ces installations solaires. C'est extrêmement intuitif. Vous avez une éolienne. Les éoliennes, globalement, tournent relativement peu la nuit parce qu'on n'a pas besoin de cette énergie-là. Imaginez si on mine du Bitcoin avec les éoliennes, vous doublez la rentabilité mécanique de cette éolienne-là. Donc on voit que Bitcoin, le mining de Bitcoin peut être une solution au développement plus rapide des énergies renouvelables. Et vous n'avez pas que les énergéticiens qui prennent conscience de ça. Deutsche Telekom vient d'annoncer, il y a 3 jours, qu'ils allaient miner du Bitcoin avec l'aide de surplus d'énergie verte en Allemagne. Et ils se sont associés à la banque Metzler. Alors je ne le connais pas, Didier, tu la connais peut-être, mais c'est une des plus vieilles banques en Allemagne. Et, euh, et c'est vrai que là, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est pris aussi par des grandes entreprises, notamment en Allemagne, ils sont peut-être plus avancés. Et c'est là où on peut critiquer un peu la position dogmatique de certains États, notamment l'État français, qui a refusé en 2017. On a un mineur français, on en parlera après par la suite, mais qui s'appelle Sébastien Gouspillou, qui avait proposé à EDF de miner du Bitcoin avec les centrales nucléaires afin de stabiliser le réseau. Et ça avait été validé et ça a fini par remonter à la direction générale d'EDF et ils l'ont invalidé. C'est dommage parce que depuis 2017, il y a un petit calcul qui a été fait. Alors, c'est le calcul qui a été fait par Sébastien Gouspillot. Ce serait une perte de 5,5 milliards pour EDF, basée sur la production qui aurait pu être faite des bitcoins et la valeur que ça représenterait aujourd'hui. L'échelle est plutôt en milliards, même si c'est peut-être pas 5,5. En tout cas, ça donne une ordre de grandeur de la perte pour EDF, tout simplement par une position dogmatique de la part d'un État qui n'a pas voulu se pencher sur les bienfaits du minage de crypto-monnaies. Tu Autre connais, Marc, peut-être, tu connais, juste je suis curieux, là, les raisons qui ont motivé la décision, en fait. Est-ce que c'est plus un risque d'image ou quelque chose d'autre, ou juste un dogme, comme tu le dis? Ouais, non, non, je pense que ça devait être ça, hein. Ça devait être ça, c'est de se dire Bitcoin, la bulle. En 2017, faut ramener aussi où on en était. On n'avait pas du tout cette même vision. On parlait encore de blanchiment d'argent, enfin voilà, de monnaie obscure, monnaie du dark web. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient liées à ça. Mais le problème, c'est que ça continue. Et ça continue. Et on est en train de fermer des centrales nucléaires en France, alors qu'on pourrait effectivement les utiliser. Donc, bon,
voilà, on passe là-dessus, mais c'est un petit peu dommage. Et la position dogmatique du gouvernement allemand cet été de vendre la totalité des bitcoins. J'ai fait un post sur LinkedIn. Ils étaient en perte de 300 millions par rapport à la vente 2 semaines après. Je ne veux pas faire le calcul et le mettre à jour, mais ça doit être compliqué là. Vendre les bitcoins à 50 000 $, on est à 75 000. Et bien évidemment, il y a des chances que ce manque à gagner continue d'augmenter. Donc, c'est juste par rapport à ça, sur ces positions effectivement dogmatiques, où qui sont bien évidemment critiquables. Autre point, vous l'avez peut-être vu en 2017, l'article de Newsweek, toujours l'objectivité des médias. Bitcoin allait consommer l'entièreté de l'énergie produite sur Terre en 2020, c'est-à-dire dans 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il tirait une droite en disant Bitcoin consomme telle énergie, il est sur cette tendance-là, dans 3 ans, Bitcoin va détruire la planète et consommer toute l'énergie. Bien évidemment, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Vous avez les chiffres en face de vous. En 5 ans, de 2019 à 2024, la puissance du réseau, donc c'est le fameux hash rate, la sécurité du réseau Bitcoin, a été multipliée par 20. Et de l'autre côté, vous avez la consommation, toujours estimée par l'université de Cambridge, elle aurait été multipliée par 3. Ce qui montre bien qu'il y a eu une innovation technologique, une efficience des machines, et on le voit, cette innovation, elle est partout. Maintenant, vous avez de l'immersion cooling, donc ça veut dire qu'ils immergent les machines afin qu'elles consomment moins et qu'elles durent plus longtemps en durée de vie, ce qui permet aussi de réduire l'empreinte du minage. Donc, on le voit, l'innovation est dans le secteur de la crypto actuellement. Et justement, puisqu'on est sur la difficulté de minage, c'est vrai que tu parlais du coût de l'énergie, en fait, et en fait, c'est lié au coût de production de Bitcoin. Mais c'est vrai qu'actuellement, donc on était sur 70 à 75 000 $ pour miner un Bitcoin. Et là, comme le hash rate, on est sur un nouveau plus haut, enfin la difficulté de minage en fait, est montée, on est sur un plus haut. On est même à, je vois là, 80-85 000 selon des estimations. Coût de minage moyen, bien sûr, c'est une moyenne. Il y en a qui sont gagnants dès qui n'arrivent pas à rembourser. Simplement, pour miner un Bitcoin, 85 000. Donc c'est intéressant parce que c'est aussi là la valeur en fait intrinsèque, la vraie valeur derrière Bitcoin et son fonctionnement, son minage. Ouais, je pense que ça, c'est très, très important de le dire et on le répète souvent aux gens qui nous posent la question, Bitcoin n'a pas de valeur. Bien sûr que si, la valeur intrinsèque, c'est le coût de production. À la différence de l'euro et du dollar, où vous pouvez appuyer sur un bouton et créer 1000 milliards de dollars comme ça, c'est juste la monnaie confiance. Le Bitcoin, vous savez qu'il y aura toujours que 21 millions de Bitcoin, que sa production, elle est définie jusqu'à 2140 et que pour produire un Bitcoin, il faut beaucoup d'énergie et donc de l'argent. C'est sa valeur intrinsèque. C'est ce qui fait que c'est pour ça qu'il est aussi rare et qu'il s'apprécie dans le temps aussi. Autre belle histoire, c'est celle de Sébastien Gouspillou, qui a sauvé le parc national des Virunga au Congo, qui est quand même le deuxième poumon derrière l'Amazonie. Comment il a réalisé cette prouesse? Eh ben, c'est pendant 4 années, le parc a fait face à des situations extrêmes. La première, c'était les attaques sur les touristes, les kidnappings, et donc le parc a dû fermer. Après, derrière, il y a eu Ebola en 2019, puis après le Covid en 2020. C'était certainement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et le parc ne pouvait plus payer les 800 rangers qui se battent tous les jours pour préserver la faune et la flore, donc la déforestation, mais aussi les animaux qui sont chassés pour le braconnage. Et donc, du coup, il y a 4 centrales hydroélectriques dans le parc, et Sébastien Gouspillou a proposé d'utiliser les surplus d'énergie hydroélectrique du parc pour miner du Bitcoin en 2020, et ce qui a permis de payer les 800 rangers, puisque les revenus estimés étaient de 150 000 $ par mois au plus haut, au plus haut. Et ce qui a permis, bien évidemment, de sauver le parc. Donc là, il y a eu un impact extrêmement positif de la part du minage. Je crois qu'il y a
il y a plusieurs articles que vous pourrez retrouver dans la presse qui racontent cette histoire-là et qui est effectivement une belle histoire. Alors après, on vous parle que des bonnes choses. Vous avez eu aussi bien évidemment, Bitcoin ne va pas sauver le monde et la planète de tous ces maux, hein. C'est pas là le propos de notre webinaire. Pour autant, il y a des événements qui sont un peu moins bons. On l'a vu au Kazakhstan quand la Chine a interdit le minage de Bitcoin en 2021. Vous avez une grosse partie des mineurs qui se sont délocalisés. Le Kazakhstan, qui est à côté de la Chine, a dit venez, on vous accueille, on fait des politiques pour que vous puissiez venir miner en utilisant le gaz naturel. Et ils se sont rendus compte que les mineurs sont arrivés massivement au Kazakhstan et ont commencé à utiliser le réseau électrique et le gaz naturel, et ils ont, entre guillemets, tout fait sauter, puisque le réseau au Kazakhstan n'était pas dimensionné, et le gouvernement kazakh a été obligé de revenir en arrière et de dire bah non, finalement on vous veut plus. Donc voilà, il y a des exemples où on le voit, c'est pas toujours quand c'est pas bien préparé ou bien prévu, ça peut générer des troubles. Et là, le réseau, et on avait des villes au Kazakhstan qui manquaient d'électricité parce que le réseau tombait. Je pense aussi, en général, le minage, ça reste une des activités les plus, on va dire, compétitives, parce que c'est quand même très violent. Si les prix sont faibles, beaucoup de mineurs ont mis clé sous la porte. Il n'y a pas de, voilà, s'ils sont pas compétitifs, si leur coût de production est supérieur au coût du Bitcoin, forcément. Et donc, il y a cette innovation aussi technologique, hein, comme tu l'as mis en avant par les charts, avec vraiment, les mineurs sont vraiment poussés en permanence à être plus efficaces, ce qui est aussi, voilà, ouais, pas forcément le cas dans d'autres industries. Donc, ça explique aussi les gains en efficience que tu as expliqué. Ouais, c'est un excellent point. Et aussi, je compléterai ton point avec le fait que euh, le minage de Bitcoin sera toujours rentable. Je l'explique par là parce que Théo vous en a parlé, vous avez la difficulté adaptative, c'est donc du coup le réseau s'adapte en fonction du nombre de mineurs présents, et donc du coup vous aurez toujours un mineur qui sera présent et qui sera rentable sur le réseau pour valider les blocs. C'était le cas quand Bitcoin était à 3 000 $, c'est le cas quand Bitcoin est à 71 000 $, et même si il chute très fortement, vous aurez toujours quelqu'un qui sera rentable pour miner du Bitcoin. J'avais un ami très proche qui me disait bah, on s'attend à ce que les prix d'énergie s'envolent dans le futur, les mineurs vont plus pouvoir valider et Bitcoin va tomber. Bah non, puisque toujours la difficulté va s'adapter à la baisse et vous aurez des mineurs qui seront rentables. Je pense que ça, c'est un point qui est important. Et du coup, on en termine sur ma partie et sur cette vision-là de l'énergie. C'est pas un problème, on en a partout. Euh, les pertes du réseau électrique de transmission et de distribution aux États-Unis, on pourrait faire fonctionner 1,2 fois le réseau Bitcoin dessus. Et les fameux gaz torchés, c'est 688 terawatts qui sont perdus tous les ans, et ça ferait fonctionner 4 fois le réseau Bitcoin. La Chine, qui malheureusement a interdit le minage de Bitcoin, l'utilisait dans la région du Sichuan pendant la période des moussons pour ne pas délester, entre guillemets, les barrages hydroélectriques. Et ben là, on pouvait faire fonctionner 60% du réseau. Donc, pour terminer sur ma partie, on le voit, le plus important, c'est vraiment de dire que la consommation électrique de Bitcoin n'est pas un problème, on l'a vu, ça peut même être une solution. Maintenant, je laisse la parole à Didier pour faire la comparaison avec le système financier traditionnel. Merci Marc. Encore une fois, on a eu beaucoup, et c'est l'objet du webinaire, hein, beaucoup d'articles bien sûr, qui s'offusquaient de la consommation élevée des blockchains et de Bitcoin en particulier. L'idée, c'était aussi de ramener ça au système financier traditionnel, parce qu'on se rend compte il y a très peu d'estimation de l'énergie consommée par le système, on va dire, actuel, même si c'est un ensemble de systèmes. Juste aussi pour commencer et juste résumer, on a ce qu'on appelle ce que les personnes dans la crypto, à la blockchain, appellent la TradFi ou la TradFi, donc la finance traditionnelle. Donc, c'est le système classique qu'on connaît, où les transactions et les services sont gérés par des institutions centralisées, donc les banques, entreprises de paiement ou autres. Donc, c'est un système plus ou moins fermé qui s'ouvre petit à petit. On a des API ouvertes, on a PSD2 qui permettent à ce système fermé de s'ouvrir petit à petit, mais ça reste un système fermé. Et
on a le système de la finance, on va dire décentralisé, qui est opéré sur des blockchains, qui est un système par design qui est ouvert et qui permet de faire les mêmes types d'activités ou les mêmes types de services de pair à pair sans passer par des institutions centralisées. Donc, c'était juste pour mettre en comparaison. On parle ici vraiment de deux systèmes financiers distincts, en fait. Donc, celui sur les blockchains et celui traditionnel. Et donc, on va un peu regarder ce qui se passe pour le système financier traditionnel et on se rend compte que c'est vraiment un réseau complexe entre système physique, numérique, et que ce réseau complexe, mis bout à bout, consomme d'importantes quantités d'énergie. Je vais juste mettre quelques exemples. Il y a vraiment le côté, bien sûr, informatique, avec les centres de données, data centers, le matériel informatique qui est nécessaire à la validation des transactions, hein, similaire à ce que fait, par exemple, une blockchain ou Bitcoin. Hein, il y a un matériel informatique nécessaire. On a aussi des infrastructures physiques, les succursales bancaires, les distributeurs les DAB, les distributeurs de billets, les véhicules de transport, les centres d'impression de monnaie fiduciaire. Donc, on a une infrastructure physique très importante, en fait. On a les employés donc, qui se déplacent quotidiennement vers leur lieu de travail. Et on a aussi des opérations interbancaires qui nécessitent une importante quantité d'énergie. Donc, au final, on se rend compte que l'opération, le maintien de toute cette infrastructure physique on va dire de la finance traditionnelle nécessite également une forte consommation d'énergie qu'on va essayer d'estimer. Donc là, c'était un document de recherche très intéressant de Michel Kazaka, publié en 2022. Donc, c'est des chiffres à fin 2022. Et donc, on vous a simplement mis le waterfall chart pour vous montrer, mis bout à bout, tous les composants ou les principaux composants de ce système financier traditionnel, au final, produisent, c'est la barre de droite en bleu foncé. Donc, on est à 2250 TWh par an. Donc, à comparer aux chiffres qu'on avait annoncés en début de slide par Théo, où je crois qu'on était à 167 TWh pour Bitcoin, on se rend compte que encore une fois, si on utilise vraiment et on met bout à bout tous les composants du système financier traditionnel, et on voit particulièrement les trajets des employés consomment énormément sur un an, c'est bien sûr colossal, on se rend compte que bien sûr le système financier traditionnel, même s'il opère de façon, voilà, comme on le sait, de façon très bien en Europe de l'Est et dans les pays occidentaux, mais consomme énormément d'énergie en mettant tous ces composants bout à bout. Donc c'était juste un peu pour avoir une estimation, et c'est un des rares papiers qui, de façon très très précise, estime la consommation énergétique du système traditionnel. Et du coup, la comparaison, encore une fois, avec les blockchains. Donc là, il y a cette distinction entre blockchain de première génération et de seconde génération dont je vous parlais. Donc les blockchains les plus anciennes, 2009, 2011 pour Litecoin, et les blockchains plus récentes avec Ethereum qui est un peu entre les deux et qui a transitionné vers un système plus récent. Et on se rend compte que bien sûr, il y a vraiment un gain en termes de consommation d'énergie notoire. Donc on divise par plus ou moins par 1000 ou plus, avec certaines blockchains encore plus récentes et encore focalisées sur vraiment l'économie d'énergie comme Avalanche qui consomme encore moins. Donc c'est pour montrer que, encore une fois, les blockchains, on a cette notion de système, de logiciel informatique qui aussi s'améliore petit à petit en fonction du temps, en fonction du matériel qui est plus efficace, en fonction d'avancées dans la cryptographie. Donc, simplement pour mettre en comparaison ces différentes blockchains en termes d'énergie, on voit qu'on est bien en dessous, même en cumulé, je pense que c'est le chart suivant, par rapport au système financier traditionnel. Ouais, et surtout que la finance décentralisée va se faire sur ces blockchains Solana, Ethereum et Avalanche qui consomment le moins d'énergie en fait. Presque on pourrait dire que Bitcoin est en dehors de ça. Bitcoin, c'est un peu l'or numérique et une monnaie internationale, mais il faut comparer ce qui est comparable. Et ça, c'est intéressant aussi, les chiffres, là, parce qu'on n'est plus du tout au 167, on est à 80 terawatts. Alors, c'était peut-être les Ah chiffres oui, de c'est à fin 2022. Et fin 2022, mais bon, même, je pense que c'est là où on voit les écarts qu'on peut trouver, qui sont assez importants. ouais, c'était une des limitations hein, dans le papier de recherche des chiffres. Simplement, Monsieur Kazaka critiquait entre guillemets les chiffres de Cambridge. Comme tu De disais, Cambridge, ouais. c'était un râteau et lui était dans une fourchette plus basse pour Bitcoin. Encore une fois, l'ordre de grandeur est correct, mais on peut aller facilement du simple au double, au triple en fonction des hypothèses retenues. Et donc là, on le voit, simplement pour encore une fois résumer, entre le système
on va dire, un système financier traditionnel, système bancaire qu'on connaît, les blockchains de première génération et les blockchains de seconde génération, on voit que voilà, on est à une l'ordre de quoi? De 20 fois, 20 à 25 fois plus. Le système classique, on va dire traditionnel, consomme 20 à 25 fois plus d'énergie, si je calcule bien, que le système des blockchains de première génération et sur les blockchains de seconde génération, qui, encore une fois, seront lesquels sur lesquels la finance est amenée à déménager, entre guillemets, à déménager on-chain, avec notamment l'émission de fonds d'investissement on-chain, comme le fait comme le fera BlackRock, comme le fait déjà Franklin Templeton. On se rend compte que là, l'économie d'énergie est vraiment massive grâce à ce consensus, ce nouveau système de proof of stake. Et rappelons aussi que ces blockchains de seconde génération comme Solana, Ethereum, Avalanche ou autres hébergent également d'autres types d'applications. Donc, elles permettent des NFT, les infrastructures physiques, le gaming. Donc, elles ne sont pas exclusives non plus à des applications financières ou à des services financiers. Donc, quand on met ça en comparaison, on se rend compte que, ouais, effectivement, que ça explique pourquoi BlackRock, ça explique pourquoi beaucoup de fonds d'investissement sont en train, petit à petit, d'avoir plus en plus de produits d'investissement, de fonds d'investissement qui seront on-chain. Et au final, pour le client final, il ne le percevra même pas. Ce sera simplement, il souscrira à un fonds, comme il l'a fait par le passé. Simplement, ce fonds sera entièrement opéré on-chain parce que c'est bien plus économe en termes de coût et en termes d'énergie et en termes d'efficacité. On a eu UBS là, qui dernièrement a tokenisé un fonds sur Ethereum. On voit qu'il y a toute la finance qui est en train de prendre conscience de la révolution technologique et financière de la blockchain et des cryptos. C'est Je pense plutôt, que ça va plutôt dans le bon sens. ouais, la technologie est vraiment mature. Encore une fois, on n'aurait pas pu le faire il y a quelques années. On n'avait pas encore des blockchains, on va dire, de seconde génération aussi efficaces. Et encore une fois, Bitcoin, c'est une catégorie à part. Comme tu dis, c'est de l'or digital, c'est un cas à part. Mais là, je pense que la technologie est mature. Les acteurs traditionnels sont prêts, ont fait leurs recherches, comme BlackRock. Donc, je pense qu'on va avoir une vague d'adoption et une utilisation de la blockchain telle qu'on l'a pas encore eu dans les années passées. Et juste un point où plus une ouverture, on parle d'efficience énergétique parce qu'effectivement, les chiffres de Bitcoin, surtout comparés, peuvent être, en termes de production, peuvent être importants en se disant que oui, Bitcoin au final n'est pas forcément encore utilisé de manière globale dans des pays ou pour des paiements, etc. Donc, bien sûr, il y a cette notion d'or digital et on peut très bien mettre aussi en parallèle la rapidité aussi. Donc, la notion de temps, en se rendant compte que, bien sûr, les transactions financières classiques mettent, c'est dans le tableau de gauche, environ en moyenne, 2000, et c'est les chiffres à fin 2022, il y a vraiment aussi des économies de temps dans le système financier classique avec des innovations faites par Swift et autres, mais on est sur des transactions qui mettent environ 3000 minutes, 2880 minutes à être on va dire, réconciliées. Alors que pour Bitcoin, on a des blocs toutes les 10 minutes. Parfois, les blocs se font de façon plus rapide, mais on a une notion de temps qui fait que Bitcoin est aussi 422 fois plus rapide. Donc, ça veut dire qu'en termes d'efficience, quand on ramène la consommation d'énergie au temps, on se rend compte que Bitcoin est déjà 1 à 3 fois plus efficace, alors que son principe n'a pas forcément la vocation à remplacer le système financier traditionnel. Et quand on met cette notion de temps avec les blockchains de seconde génération qui mettent quelques secondes à réconcilier les transactions, on se rend compte que l'ordre de grandeur est multiplié par un facteur supérieur au million. Donc voilà, l'efficience est clairement du côté des blockchains et aussi en termes de temps, ce qui est une notion peut-être qu'on oublie parfois en termes de comparaison entre les systèmes financiers. Ouais, on comprend pourquoi des grands noms comme Swift ou Euroclear sont en train de regarder pour la tokenisation des actifs réels. Euroclear, qui est la chambre de compensation, pour avoir travaillé, on a tous les trois travaillé dans la finance traditionnelle, le délai règlement livraison d'une action ou d'une obligation, c'est 3 jours. C'est extrêmement long. Il y a les back-office, donc c'est source d'erreurs. C'est un coût qui est juste très important. Et là, on a une solution qui est clé en main, qui nous permettrait d'avoir un délai de règlement et livraison de quelques secondes avec un coût qui est proche de zéro. Enfin, c'est voilà. Donc, on a bien compris que c'était l'évolution. Ils sont en train de travailler dessus. Bien évidemment, ça demande du temps. Il y aura un impact, bien évidemment, social, mais ça, c'est sûr que ça fait partie de l'évolution technologique et le monde va dans ce sens-là.
Je sais pas si tu te rappelles, Marc, de cette notion de taux d'intérêt continu qu'on avait étudié. Donc là, c'est vraiment ça permettra quasiment d'avoir par exemple, des produits financiers ou des taux d'intérêt continus avec les intérêts qui se cumulent à la seconde ou à la durée des blocs prêts. Donc, ça me permettra, je pense, pas mal de cas d'usage dont on n'a pas forcément encore vu, C'est sûr. vu des exemples à l'heure actuelle. Et Lightning, tu parlais de Lightning Network, c'est cette couche de paiement de Bitcoin qui permet de rendre Bitcoin comme une monnaie, c'est votre portefeuille qui vous permet de payer n'importe quel endroit sur cette terre. Il y a de plus en plus de points qui acceptent le Bitcoin Lightning. Et quelques points dernièrement qu'elle a fait de Bitcoin une monnaie légale récemment et vous pouvez effectivement presque dans tous les commerces de cette ville suisse payer avec votre Bitcoin par le biais du Lightning Network. C'est assez intéressant de voir aussi l'évolution dans ce sens-là. Et pour terminer, et donc du coup avoir cette carte mentale bien en tête, oui, les crypto-monnaies consomment de l'énergie. Oui, au final, ça reste plus Bitcoin qui consomme de l'énergie. Et donc, du coup, garder en tête que l'utilité des blockchains et de la crypto-monnaie hors Bitcoin, c'est beaucoup plus efficient que le système financier traditionnel. Et on le voit, le système financier traditionnel utilise de plus en plus la finance décentralisée. Bitcoin, lui, est à mettre à part. Et dans le sens où il ne consomme pas l'énergie dont on a besoin, c'est plutôt les surplus. Et en plus, il peut être, et il doit être, un acteur majeur de la transition écologique. À côté de ça, vous avez des blockchains qui sont pro-environnement en étant carbone neutral. Et donc, on doit encourager, entre guillemets, ces projets et développer des applications dessus. C'est le cas. Je vous l'ai dit, Bitcoin utilise 53% de renouvelables pour miner ses blocs. Ça va augmenter dans le temps et c'est vraiment très très bien. On ne peut que s'en féliciter. Et la partie de Didier, la comparaison avec la finance traditionnelle, on le voit, il y a une quantité, on va dire, d'efficience à aller chercher grâce à la technologie de la blockchain. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et de nous avoir écoutés sur un sujet qui est on ne peut plus d'actualité. Maintenant, on va voir s'il y a des questions. Je pense qu'on a un peu légèrement dépassé. On a eu une question, je crois. Ouais. Merci. Alors, pour revenir à ce qui a été mentionné, je la lis, hein. Pour revenir à ce qui a été mentionné au début, même si Bitcoin consomme majoritairement des énergies renouvelables, devait-il faire une transition à la manière d'Ethereum pour être plus efficient? Qui veut la prendre? Marc, t'es le bitcoiner parmi Si les tu veux trois. la faire, ouais, après on pense tous pareil là-dessus. Je pense que. Ah, peut-être pas Didier. Non, bien évidemment, c'est vrai j'ai donné quelques éléments de réponse. Le premier, merci Alessio pour cette question, qui est pas forcément, enfin si elle est évidente pour nous, mais pas forcément pour nos clients et pour les professionnels du patrimoine. Euh, Bien sûr que Bitcoin pourrait le faire, mais la valeur de Bitcoin, c'est aussi justement de ne pas pouvoir produire du Bitcoin à partir, entre guillemets, de rien, d'avoir cette valeur qui est l'énergie qu'il utilise pour le produire. Donc je pense que si Bitcoin venait à migrer, ça serait une grosse erreur et ça enlèverait cette valeur intrinsèque qui est l'effort énergétique qu'on doit mettre pour pouvoir produire du Bitcoin. Également, tu me dis si je me trompe, mais justement, pour que ça puisse être le cas un jour, il faudrait notamment l'accord de plus de 99% des mineurs de Bitcoin. De tout C'est pas près d'arriver. tout le réseau. De tout le réseau. C'est pas près d'arriver, du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est pas forcément ce qu'on veut non plus. Moi, je pense effectivement un peu comme toi là-dessus, concernant Bitcoin en tout cas.
Ouais, je pense que, et c'est ce qui fait aussi, la beauté de Bitcoin, c'est ce côté immuable et ce changement, on va dire qui est extrêmement lent. Il y a eu plusieurs, avancées de Bitcoin avec, Segwit et Taproot qui sont des mises à jour du réseau Bitcoin et qui ont pris des années à être validées par l'ensemble du réseau et donc du coup, pour valider, ces changements-là, il faut que ça soit validé par tout le monde. C'est pour ça que le fait de passer en proof of stake pour Bitcoin, il y a très peu de chances que ce soit validé et on pense que ce serait une très mauvaise chose. Je sais pas si Didier, toi, tu. Non, j'ai rien de plus à ajouter parce que je Ah, vois une question très intéressante et je pense que je vais la prendre. Comment ah, pouvez-vous comparer la finance traditionnelle qui emploie des centaines de millions de personnes à la finance décentralisée qui n'est que très peu utilisée et qui consomme beaucoup d'énergie? Très bonne question. Alors, Marc, tu pourras me compléter et je suis entièrement d'accord. On compare deux choses qui sont différentes et qui ont aussi pas forcément on n'a pas besoin d'opposer non plus les deux systèmes. Je pense que les systèmes vont converger, mais les opposer systématiquement, d'une, c'est pas forcément. Je pense qu'ils vont se compléter, ils vont converger, etc. Mais surtout, je pense que la finance décentralisée est aussi bien plus utilisée à l'heure actuelle. D'une, je sais que la semaine dernière, on avait quoi, 30 millions d'adresses actives sur Solana, à voir si les chiffres, voilà, sont un petit peu. Il y a une inflation sur les chiffres. Mais de deux, quand on parle par exemple d'un réseau comme Solana qui va avoir un update qui s'appelle Fire Dancer, donc une progression technologique qui va permettre d'avoir, on parle d'1 million de transactions par seconde, même si c'est, on va dire, 200 000 transactions par seconde, c'est une performance technologique assez importante. Ça veut dire que sur la base des chiffres énergétiques que l'on a à l'heure actuelle, on pourra avoir des centaines de millions d'utilisateurs, de transactions, et in fine, une adoption plus importante euh, que la finance traditionnelle ou une activité plus importante que dans la finance traditionnelle, avec aussi la finance traditionnelle qui déménage on-chain. Donc, au final, on n'a pas, c'est pas parce qu'il y aura plus d'utilisation de la finance décentralisée, plus d'acteurs, que sa consommation énergétique va être multipliée. Au contraire, ça va être similaire ou même moins que ce qu'on a à l'heure actuelle. Et encore une fois, c'est vraiment ce qui est le plus important à retenir, c'est que la finance décentralisée, elle se passera a priori plutôt sur des Ethereum et même d'autres blockchains encore plus économes comme Solana ou Avalanche. Donc là, en termes de consommation, on n'est même plus du tout sur l'ordre de grandeur de Bitcoin, et on l'a vu. Bitcoin qui de toute façon n'est pas fait pour ça, pour la finance décentralisée, en tout cas c'est mon point de vue. Donc je pense qu'effectivement si on compare plus à des Ethereum ou même des Solana en termes de consommation, on est vraiment sur déjà 30 000 fois moins que Bitcoin. Sachant que Et Bitcoin c'est 10 fois moins que la finance, enfin même encore moins, finance tradie. Donc franchement on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, on est très large et en termes d'utilisation, même si ça explose les transactions par seconde, a priori la consommation d'énergie ne va pas forcément exploser sur des Ethereum ou Solana. et dernier point, je pense que aussi sur l'utilisation de la finance décentralisée, je pense peut-être qu'on sous-estime les chiffres, mais il y a un très bon dashboard de Visa en fait, qui s'appelle Visa Onchain Analytics.com et qui montre la quantité de transactions en stablecoin par exemple. Et donc on est vraiment sur de l'ordre de 1 à 2 trillions par mois, donc de transactions en stablecoin, donc USDT, etc., qui sont très utilisées, rien qu'à voir les volumes de Tether USD, qui est le plus gros stablecoin, les volumes journaliers, que ce soit du trading, mais aussi de l'échange, des échanges commerciaux entre des commerçants chinois et des commerçants argentins, est bien plus utilisé que ce qu'on peut s'attendre a priori, si on ne regarde pas les chiffres. Donc, ouais, un petit point en plus. Peut-être que complètement d'accord avec toi, Didier. Peut-être que la question aussi mettait en avant le coût social qui aura si bien évidemment la finance traditionnelle migre vers la finance décentralisée. Mais c'est aussi ça l'objectif, hein, c'est de rendre de la valeur à l'utilisateur final en se séparant des intermédiaires qui finalement n'en avaient que très peu dans le monde actuel. Et c'est la puissance de la blockchain. Et donc c'est vrai que l'utilisateur final va mécaniquement bénéficier fortement de cette finance décentralisée en ayant des coûts beaucoup plus faibles. Une fois de plus, hein, sur mon voyage au Mexique, je vais faire les comptes, mais je pense que j'ai dû payer à peu près 150 euros de frais pour retirer, pour retirer les pesos mexicains. Ouais. Si je pouvais, entre guillemets, payer directement sur la blockchain, ça me coûterait rien. Puis également, effectivement, tu parlais de transition sociale, mais dans le vraiment du bon côté, je pense, parce que l'intérêt aussi des crypto-monnaies,
c'est que tout le monde puisse se bancariser de façon décentralisée, justement. Et on le voit, le dernier chiffre qui est sorti, c'est plus de 2 milliards, je crois, d'êtres humains sur Terre, 2 milliards sur les milliards, qui n'ont pas de compte bancaire. Ça, c'était notre webinaire sur Effectivement. l'utilité de la crypto. Donc, Mais je si vous on invite parle de à l'aspect aller social, le revoir. Ouais. si on parle de l'aspect social, effectivement, il y a ça aussi, quoi. Les crypto-monnaies peuvent-elles devenir encore plus écologiques à long terme grâce à des améliorations technologiques ou des changements dans l'infrastructure? Bah, oui, très clairement. Très, très clairement, on voit l'innovation et j'ai quitté le monde de la finance traditionnelle aussi parce que, je voyais qu'il y avait aucune innovation et c'est vrai que c'était pesant, de voir un monde, qui, était inerte et qui restait un peu sur ses acquis. Et quand, j'ai, rejoint le monde de la crypto-monnaie à temps plein, hein, parce que ça a été, et je pense que toi Didier, tu le vois aussi, cette innovation depuis 2015-2016 qui est juste folle. Et donc on peut se dire, c'est pas du tout bête que il y aura des innovations qui vont permettre de réduire encore plus cette qui va rendre encore plus efficiente la blockchain et la crypto. On s'en rend compte, Marc, et d'ailleurs, on fera un cours demain en master marché financier à Clermont où on va faire un peu, on va obliger nos étudiants à utiliser des wallets et la finance décentralisée, et même en tant qu'utilisateur depuis 2020, la rapidité des transactions aussi, mais aussi les blockchains de seconde génération sont vraiment efficaces dans tous les aspects, en termes de coûts, quand on parle d'une fraction d'un centime pour un trade ou une transaction, quand on parle d'efficience énergétique en termes de kilowattheure. Donc, clairement, les chiffres sont là et le montrent. Ensuite, l'adoption de masse, je pense, est prête à suivre à l'heure actuelle. On le verra dans les 2-3 prochaines années. Est-ce qu'on a d'autres questions qui arrivent? On attend encore 2 secondes. Non. Non. Bon, bah c'est bon. Du coup, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir suivi. On a été plus long que d'habitude sur ce webinaire. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. Merci beaucoup. Merci à toi Didier et Théo de m'avoir accompagné sur ce webinaire. Et puis à Merci à vous bientôt deux. pour un nouveau sujet en lien avec la crypto. Au Merci revoir. à tous. À bientôt. Au revoir.